Kiev s'est dit prêt à discuter avec Moscou d'un compromis sur le Donbass et la Crimée. Selon le président américain, Moscou envisage d'utiliser des armes chimiques en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont entendus pour débloquer une nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros afin de fournir des moyens militaires supplémentaires à l'Ukraine. Le centre commercial servait de dépôt d'armes. Image à l'appui, Moscou justifie sa frappe meurtrière de dimanche soir à Kiev. L'épidémie de Covid-19 connaît un regain à travers plusieurs pays d'Europe, du Royaume-Uni à la France en passant par l'Allemagne. On fait le point dans ce journal. Pour mettre un terme à la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à discuter directement avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un compromis sur le Donbass et la Crimée. Mais pour cela, il réclame des garanties de sécurité en préalable. Le dirigeant ukrainien a annoncé ce lundi qu'il était prêt à tout, du moment que cela soit en accord avec la volonté du peuple ukrainien. Je l'ai expliqué à tous les groupes de négociation. Lorsque vous parlez de tous ces changements, et ils peuvent être historiques, nous en viendrons à un référendum. De son côté, le président américain Joe Biden a rejeté une nouvelle fois les accusations de Moscou sur les laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine. Selon lui, c'est la Russie qui envisage d'utiliser des armes chimiques. Vladimir Poutine a déjà utilisé des armes chimiques dans le passé. Nous devrions donc faire attention à ce qui peut arriver. Il sait qu'il y aura de graves conséquences à cause du front uni de l'OTAN, mais cette menace est bien réelle. Côté européen, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est rendu lundi à Varsovie pour assurer que son pays faisait son devoir face à l'agression russe en Ukraine, en permettant notamment le déploiement des avions de combat pour protéger l'espace aérien de la Pologne. 500 millions d'euros supplémentaires pour fournir des armes à l'Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont entendus pour élargir l'enveloppe prévue dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Les 27 réaffirment aussi leur volonté d'apporter un soutien financier et humanitaire aux autorités ukrainiennes. Nous considérons que ce qui se déroule en Ukraine est un crime de guerre majeur perpétré par les forces armées russes contre les citoyens ukrainiens. Et cela ne peut pas rester sans réponse. C'est pourquoi nous saluons la commission d'enquête mise en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous saluons l'enquête menée par le procureur de la Cour pénale internationale et nous rappelons que cette Cour internationale de justice a ordonné à la Russie de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine. Les 27 ont aussi évoqué des sanctions supplémentaires contre Moscou, dont la possibilité d'un embargo sur le pétrole. La Pologne et les pays baltes réclament des mesures plus sévères. Toutefois, d'autres États membres, dont l'Allemagne, souhaitent temporiser, en particulier dans le domaine de l'énergie. La question d'un embargo sur le pétrole n'est pas si nous le souhaitons ou non. La question est à quel point dépendons-nous du pétrole ? Et la situation est différente entre les États membres et c'est pourquoi il est important que nous parlions ensemble de résilience. Comment nous pouvons réduire la dépendance des pays qui importent du pétrole, comme par exemple l'Allemagne, qui en importe beaucoup, mais il y a d'autres pays qui ne peuvent pas arrêter les importations du jour au lendemain. Si nous pouvions le faire, nous le ferions automatiquement. Mais pour le moment, nous préparons tout pour pouvoir suivre cette voie dans un avenir proche, très bientôt. Les 27 chefs d'État et de gouvernement évoqueront ces questions en fin de semaine à Bruxelles lors du sommet européen, en présence du président américain Joe Biden. Le bruit des bombardements ne cesse de résonner dans la deuxième ville d'Ukraine. Kharkiv est devenue une ville fantôme. Des centaines de bâtiments ont été détruits. Une grande partie des habitants a fui. Située à seulement une cinquantaine de kilomètres de la Russie, la ville n'est pourtant pas encore tombée aux mains des forces du Kremlin. Pour les civils piégés ici, la situation est dramatique. Plusieurs heures de queue sont nécessaires pour espérer obtenir des produits de première nécessité. Bien sûr que nous avons besoin d'aide humanitaire, dit cette femme. Tous les magasins sont fermés. Un seul supermarché est ouvert, dit cet autre. Il est envahi, c'est inabordable.
Kharkiv est intensément bombardée depuis le premier jour de guerre. Une vie parallèle s'est organisée dans les sous-sols et notamment dans les couloirs du métro. Nous sommes ici depuis le 24 février. Près de notre maison, l'école a brûlé. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas y retourner. Il fait froid ici, les enfants tombent malades. Ils toussent, comme vous pouvez l'entendre. Dans cet abri souterrain, des artistes ont organisé un concert. Objectif, garder le moral et lever des fonds pour soutenir la résistance en diffusant le show en ligne. À la surface, les forces ukrainiennes s'efforcent de maintenir leur position. Les journalistes néerlandais qui ont filmé ces images assistent à l'arrestation d'un homme suspecté d'être un espion russe. Difficile de faire un bilan des nombreuses victimes. Parmi elles figure en tout cas un homme de 96 ans tué dans le bombardement de son immeuble, un survivant des camps de concentration nazis. Tout un symbole. Ces images dévoilées par le gouvernement russe montrent un véhicule militaire Kaki roulant à proximité du centre commercial de Kiev, détruit par une violente frappe aérienne dimanche soir. Le ministère de la Défense russe a ainsi expliqué que c'est un centre de dépôt d'armement qui avait été visé vraisemblablement par un missile. Nous avons apporté des preuves absolues de l'utilisation criminelle par le régime nationaliste de Kiev d'infrastructures civiles dans les zones résidentielles de Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine comme position de tir pour des systèmes d'artillerie et de roquettes. Les caméras de surveillance ont donné un aperçu de la puissance de l'explosion. C'est l'attaque la plus violente qu'ait subie la capitale ukrainienne. Le bilan est d'au moins 8 morts. Côté ukrainien, les autorités ont dévoilé ces autres images montrant des unités de déminage à l'œuvre dans la ville de Tchernihiv, à 130 km au nord de la capitale ukrainienne. Plusieurs obus non explosés ont ainsi été retirés par des équipes spécialisées. En Pologne, des dizaines de manifestants se sont rassemblés à la frontière avec le Bélarus pour demander à l'Union européenne de cesser tout commerce avec Moscou et Minsk. Les manifestants ont bloqué le passage des camions en provenance d'Europe de l'Ouest qui partaient à destination de la Russie et du Bélarus. La police polonaise, qui est intervenue pour libérer le passage, a arrêté des manifestants. Au Nicaragua, la principale opposante du gouvernement, Cristina Chamorro, a été condamnée à 8 ans de prison pour blanchiment d'argent et détournement de fonds. Elle avait été arrêtée quelques mois avant l'élection présidentielle de novembre 2021. Les accusations portées par le gouvernement du président Daniel Ortega l'avaient empêchée de participer à la présidentielle pour laquelle elle était donnée favorite par des sondages. La vaccination contre le Covid-19 suit son cours au Royaume-Uni où une nouvelle dose de rappel est désormais administrée aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux immunodéprimés dès l'âge de 12 ans. Objectif, protéger les plus vulnérables face au risque de formes graves du virus qui continue de circuler activement avec plus de 100 000 contaminations quotidiennes enregistrées en moyenne sur les 7 derniers jours. La France est également confrontée à un regain épidémique et à un nombre d'hospitalisations qui ne recule plus. Toutefois, les chiffres des malades en réanimation sont orientés à la baisse. Cette nouvelle vague touche également l'Allemagne qui a enregistré un nombre de cas record depuis le début de la pandémie, ce qui n'a pas empêché Berlin d'acter la levée de l'ensemble des restrictions. D'autres pays comme l'Autriche ont fait marche arrière en réintroduisant l'obligation du port du masque en intérieur. L'Irlande, de son côté, a rendu hommage aux victimes de la pandémie. Comme l'a rappelé le vice-premier ministre Leo Varadkar, l'Europe et le monde n'en ont pas terminé avec le Covid-19. Notre combat, dit-il, contre ce virus se poursuit. Par ailleurs, nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion solennelle sans penser aussi à l'immense tragédie humaine causée par la guerre en Ukraine. Enfin, la Chine et Hong Kong font face à la plus forte poussée de contamination en 2 ans, malgré une politique anti-Covid parmi les plus strictes au monde.